Voilà, c'est à nouveau Rémi. On continue sur notre lancée et les points de réforme, parce que il y a de nombreux sujets à traiter en termes de réforme. Donc précédemment, on avait terminé avec le monde de l'entreprise et le retour à la semaine de 40 heures garantie. Maintenant, on va passer à l'écologie. L'écologie qui est un sujet euh, clivant, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, on rappelle en tout cas, la société est rappelée à l'ordre en permanence avec l'écologie, alors qu'en réalité, il y avait déjà une écologie saine, simple et de bon sens, qui était faite essentiellement d'ailleurs par nos agriculteurs, et cela depuis des siècles, parce que 80%, 90% du pays était rural, et donc était agricole. Voilà, donc en fait, il y a une écologie un peu, juste, comme on dit, un peu élitiste qui a pris le pouvoir, et on est sur aujourd'hui des mesures qui sont plutôt de l'écologie punitive, parce qu'on veut tout taxer, euh, on veut, on veut taxer, on veut faire de l'énergie propre, très bien, mais pour ça on veut défigurer le paysage français au passage. Voilà, donc il y a des choses à faire en écologie, et puis il y a aussi de nombreux sujets interdits en écologie ou qui pourraient participer à l'écologie. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut revenir sur une écologie de bon sens euh, où tout, euh, tout le monde en fait peut être acteur tous les jours de cette écologie, mais sans avoir cette éternelle impression en fait que qu'on soit tout le temps en train de payer, parce qu'on veut tout taxer. Voilà. Donc l'écologie globalement c'est quoi? Les réformes. Pour parler des réformes, on serait voilà, dans un premier temps l'arrêt et la suppression du parc éolien, parce que ça coûte un pognon monstre, ça déforme le paysage, ça produit pas tant que ça, et en termes de recyclage, ça paraît très compliqué. Mais contrairement à ça, enfin pour pallier à ça, il faut financer et créer un projet de recherche sur ce qu'on appelle les énergies libres. Voilà, parce que l'écologie, c'est lié aussi à l'énergie. Et l'énergie, c'est un autre sujet, mais on est sur des choses, sur des sujets dits interdits, très polémiques, parce que justement, c'est des sujets qui remettent en question le leadership des grands producteurs, des grandes sociétés, et de ces oligarchies du monde de l'industrie et de l'énergie. Voilà. Mais l'énergie, enfin l'écologie, c'est aussi lié à l'énergie. C'est pour ça que il faut augmenter les centres de recyclage et tenter de développer un biocarburant à base de produits recyclés. Il faut essayer de faire de recherche et du développement sur à la création d'un carburant, peut-être d'un carburant de synthèse ou un carburant qui ne vienne pas du pétrole, comme je viens de le dire. Euh, il faut s'émanciper du lobby du pétrole. Je pense que c'est un sujet énergétique, mais c'est un sujet aussi écologique. Voilà, principalement les grands axes, parce qu'après on est dans l'écologie de tous les jours, comme je l'ai expliqué au début. Et oui, on trie nos poubelles, on fait attention à pas jeter des choses qui mettraient des choses au sol qui mettraient des dizaines, des centaines d'années à se, à se dégrader et à polluer la nature. Voilà. Donc l'écologie, il y a énormément de choses à dire, mais on tombe dans l'idéologie. Donc il faut, moi je parle d'écologie pratique, à faire par soi-même et à échelle nationale. Voilà. Et déjà développer le recyclage et essayer de optimiser la récupération d'une partie de ce recyclage pour faire du carburant, pour recréer des matières premières à partir du recyclage. Déjà, quand on aura déjà fait ça avec 90% de nos déchets, si on se donne un objectif à 90%, euh, je pense qu'en déjà en termes écologiques, on aura déjà fait un grand pas. Voilà. Donc ça sert à rien de parler de choses un peu farfelues, ça sert à rien d'essayer de dire
voilà, hein, faire de l'écologie à la parisienne, hein, c'est-à-dire, on va pas revenir sur ces gens qui sont complètement hors sol, en fait, hein. Hein, ces écologistes qui font de l'écologie punitive et qui n'ont jamais ou rarement mis les pieds euh, au sein même où on fait de l'écologie, c'est-à-dire à la campagne, hein. Voilà, donc on va arrêter sur le sujet parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque c'est du bon sens. Éducation. Création du ministère de l'instruction publique. Je rappelle, l'éducation, l'aspect éducatif, c'est l'affaire des parents et c'est la responsabilité des familles. L'État doit instruire, il ne doit pas éduquer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, mais globalement, voilà, il faut avoir une politique d'instruction publique. Ça veut dire qu'il va falloir remanier les programmes scolaires, il va falloir rétablir euh, un peu de bon sens en fait, hein. Moi, quand je regarde parfois les livres de mes enfants, qui sont scolarisés dans l'espace public, hein, pour une partie d'entre eux, je fais des bons, mais des bons de 10 mètres, hein. Dans toutes les matières, hein, j'ai vraiment pas de préférence, même si j'ai quand même une petite attention sur l'histoire de France, hein, enfin l'histoire en général, mais surtout l'histoire de France. Je trouve que voilà, on survole trop le sujet. Sur l'apprentissage d'une langue, je suis pas contre apprendre une langue étrangère, mais je suis par exemple pour le principe que si on apprend une langue étrangère, c'est qu'on a un minimum maîtrisé la langue de notre propre pays déjà. Et quand je vois qu'on apprend, on fait de l'anglais ou on fait d'autres choses trop tôt en fait, euh, bah, je trouve ça déplorable. Et puis, bon, a priori, j'invente rien, parce que quand on voit le, les résultats à l'international, la place de la France en termes d'éducation, en termes de connaissances, etc., sur nos écoles, etc., sur la classe, sur le classement international, on perd des places chaque année. Donc, et on est loin. On est loin. Pour soi-disant une grande puissance, hein, on est très très loin quand même, hein. Donc, voilà, posons-nous les bonnes questions. Donc, il faut augmenter ou réduire ou réguler le corps enseignant, parce que beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup d'enseignants sur le papier. En réalité, des fois, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui enseignent. Euh, il y a beaucoup d'enseignants qui n'enseignent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? J'en vois beaucoup dans le monde du syndicat. Voilà. Bon, faudrait peut-être être un petit peu plus réaliste sur le sujet. Donc, après, développer les écoles rurales. Et oui, l'apprentissage peut quand même peut être optimisé largement en augmentant le nombre d'écoles, ce qui réduit le nombre de classes et le nombre d'élèves par classe. Voilà. Moi, j'ai mes enfants, pardon, mes enfants sont scolarisés, ont été scolarisés dans des zones très rurales et ça se passait très très bien. Voilà. Parce qu'ils apprennent mieux, tout simplement. Remaniement des programmes scolaires, voilà, ça on l'a déjà dit, mais c'est du bon sens. Il faut réformer la pédagogie à l'instruction. Justement, on instruit. On n'est pas là pour faire de l'idéologie, on n'est pas là pour donner comment dire, des orientations particulières à nos enfants, hein. Voilà, donc il y a des choses qui me choquent. Alors, c'est pas trop dans les zones rurales, en général, hein, c'est des choses qui testent dans les villes, mais bon, ça reste choquant, hein. Voilà, on ne doit pas être dans l'idéologie, on doit pas être... on est dans l'instruction, c'est-à-dire bête et méchante. Voilà, le français, les mathématiques, les matières qu'on connaît, hein. Et on n'est pas en train de dire... on n'apprend pas aux enfants je sais pas, moi je vais prendre un sujet qui fait polémique, on n'apprend pas à nos enfants à les orienter, à les guider dans une... Ne serait-ce que le fait de savoir qu'il est possible un jour de changer de sexe ou d'avoir des orientations différentes là-dessus, sur des sujets comme ça. Enfin, c'est de l'éducation. C'est un problème de... C'est les parents qui doivent régler ces problèmes. Enfin, régler. Qui doivent avoir un débat avec leurs enfants là-dessus. C'est la nécessité et le rôle des parents. Les enseignants,
Ils sont là pour instruire. Ils ne sont pas là pour donner le mauvais exemple. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, excusez-moi, hein, je tire pas à boulet rouge sur la profession non plus, mais vous avez des gens qui sont dignes, qui ont l'air d'être dignes d'être de ce métier, et puis vous avez des gens qui ont des comportements ou des looks parfois assez discutables, hein. Voilà. C'est comme l'orientation politique. Les enseignants devraient faire un peu plus preuve de neutralité et moins afficher leurs orientations aux politiques ou avoir des discours qui nous font bien penser de quel côté ils sont, hein. Ça, c'est pareil. Nous devons avoir une... Ce sont des personnes qui travaillent pour une institution d'État, quelque part, ils devraient avoir une neutralité sur beaucoup de sujets. Et être dignes de ça. Donc réformer la pédagogie à l'instruction, c'est ça pour moi, c'est voilà, il faut que le corps enseignant ait un message, fasse une politique d'enseignement juste et non orientée. Voilà. Et il faut créer un collège royal, ou renommer ce qu'on connaît déjà, peut-être, comme un lycée militaire, pour en faire un collège royal, c'est-à-dire, dans le cadre d'une monarchie, c'est de dire tout simplement on peut avoir un collège un collège d'État qui s'apparente à une école d'excellence qui prépare nos émissaires, qui prépare la formation au royalisme, pour nos futurs émissaires et pour les futurs conseillers du roi. Voilà. Mais en gros, ils font les mêmes écoles que les autres, hein. C'est juste qu'il y a un caractère monarchiste évident dans ce genre d'établissement plus qu'ailleurs. Voilà. C'est comme les lycées militaires, hein, où c'est encadré par des militaires. Là, ce sera encadré par des royalistes. Immigration. C'est pareil, hein, des mesures simples et efficaces à court terme. C'est des mesures d'urgence, hein. Rétablissement des frontières, augmentation des forces de douane, application immédiate des OQTF, négociation ferme avec on va dire nos partenaires, on va pas être méchants, avec les pays concernés, hein, qui sont concernés par leurs ressortissants chez nous. Politique de mettre en œuvre une pause migratoire et de réduire la migration légale. Et il faut augmenter les centres de rétention administratifs, parce qu'on ne peut pas laisser ces gens se balader dans la nature alors que ils ne sont pas invités à le faire. Voilà. Et pour tout ce qui est question de savoir ce qu'on fait de ceux qui sont déjà là, c'est des problèmes de statut, hein, vous avez moi, je tire pas non plus à boulet rouge sur l'immigration, hein, mais il n'y a pas d'immigration sans assimilation, sans politique d'assimilation, d'une part, et il n'y a pas d'immigration s'il n'y a pas d'utilité à ce qu'il y en ait une. C'est pas le tout de faire venir des gens, je veux dire, le principe c'est si on fait venir plein de gens pour qu'ils finissent sous plein de ponts, hein, vulgairement parlant, à quoi ça sert? Si on rajoute de la misère à la misère qui existe déjà, à quoi ça sert? Si on rajoute une population fragile et qu'on force quelque part le monde, on va dire le monde de l'emploi, à profiter de cette misère en faisant du travail dissimulé ou en payant les gens une misère parce que justement ils ne sont pas de chez nous, est-ce que c'est français de faire ça? Est-ce que c'est dans l'esprit français? Non, je ne crois pas. Et sur toutes ces questions-là, moi je pars du principe que chacun doit être heureux, doit prospérer et doit savoir vivre et bien vivre dans son propre pays, là où il naît. Je rappelle quand même que l'immigration, ça reste une population importante de gens qui ont des racines. Alors, en deux mots, hein, qui ont à la fois des racines, mais qui sont déracinés de surcroît après. Donc, est-ce que c'est un bon message? Non, je ne crois pas.
savez, les étrangers sont pas plus bêtes que nous, hein. Si on leur dit qu'il n'y a plus aucun intérêt à venir en France, ils viendront plus. Mais ça passe par d'autres leviers. Il va falloir indiguer les réseaux de passeurs. Il va falloir mener une négociation et un travail avec les ONG qui font la promotion de ce truc-là, hein, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur tous les terrains et notamment chez nos amis en termes de diplomatie, bien sûr, avec les pays qui seront concernés et qui sont concernés par cette immigration. On peut aussi, sur le plan d'une politique étrangère, accompagner les pays. Et je pense que c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait eu une bonne politique coloniale à une certaine époque. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des pays qui arrivent au même niveau de vie que nous, ce qui de facto endigue l'immigration, puisque les gens ont plus envie de partir de chez eux, ils sont aussi heureux que chez nous, hein. C'est du bon sens, hein. Alors plutôt que peut-être que d'exploiter des pays ou de forcer, de forcer des pays à avoir une politique en mettant en place des chefs d'État qui nous arrangent au détriment des peuples à chaque fois, je le rappelle, eh ben, il faudrait peut-être aider ces pays-là, comme on dit, comme on ferait pour nous en fait. Il faut aider ces pays à retrouver leur lettre de noblesse, hein. Donc on arrête, même si on dépend un petit peu sur certaines questions de minerais, par exemple, qu'on n'a pas forcément en France ou en très petite quantité. Rien n'empêche de toujours d'extraire et d'avoir des contrats honnêtes avec ces pays-là. Mais à un moment donné, il faut ils aient le niveau de vie requis pour éviter qu'il y ait des immigrés qui viennent chez nous, tout simplement. Voilà. Donc, et il faut être ferme avec ces pays-là. Voilà. Gestion des territoires. Alors, il faut redéfinir le budget et la géographie des régions. Enfin, un redécoupage, en fait, des régions et des départements. Définir la politique régionale autonome. Dans le cas de la gestion des territoires, on pourrait rendre obligatoire, par exemple, le fait de faire des référendums pour des budgets, enfin pour des projets régionaux, départementaux ou locaux, des projets qui sont supérieurs à une certaine somme. C'est de l'argent public. Les gens ont ont le droit d'avoir un mot à dire. Moi, parfois, je vois des chantiers, les sommes sont astronomiques. Des projets de voirie, enfin, les sommes sont colossales. Les gens, et surtout, c'est nos impôts, donc les gens devraient avoir localement un avis à donner. Est-ce qu'il est nécessaire, c'est un exemple, hein, mais je l'ai vu à Clermont-Ferrand par exemple, est-ce qu'il est nécessaire 3 fois ou 4 fois dans l'année de refaire les travaux d'une voirie plutôt que de tout faire en une fois, si vous voulez, hein? Il y a des rues, des grandes rues, hein, dans Clermont, où un coup c'est le conduit de gaz, hop, on rebouche, on refait la fois d'après on refait les trottoirs, la fois d'après, on a oublié, enfin passer le câble hein, ou le réseau machin, et on change. Après, en fait, dans l'année, ils avaient 5 chantiers dans la même rue, et pourquoi pas faire tout en une fois? On éviterait de dépenser 5 fois la même somme. Sans dire qu'on peut suspecter des petits arrangements entre les entreprises du bâtiment, du TP et les pouvoirs locaux. Bon, il n'y a qu'un pas, hein. Mais bon, voilà, quand on veut faire des économies, il faut rationaliser les coûts. Voilà, donc je pense que la population a son mot à dire, hein. Quand vous avez un grand projet de musée, par exemple, hein, où on a dépassé de 10 milliards d'euros, où on a dépassé 10 fois le budget qui était prévu au départ et qu'on a mis 15 ans à construire ça, je pense à ce truc très très moche, hein, à Lyon, ce musée-là, qui est en bord du Rhône. En plus, il vieillit très mal. Alors pour des budgets comme ça, et pour des infrastructures comme ça, enfin, les gens devraient avoir leur mot à dire. Voilà. Au-dessus d'une certaine somme, les gens devraient avoir... on devrait dire tout simplement, voulez-vous que ce truc se fasse? Ça va coûter 10 milliards. L'État va payer un peu, la région va payer un peu, surtout vos impôts vont payer tout, hein. Et ben vous avez le droit de dire non. Voilà, non, on veut pas de ce truc-là, c'est moche, ça coûte cher et on voit pas l'intérêt. Voilà.
Voilà, donc il faut définir un critère en disant, enfin un critère, une mesure financière, au-dessus d'1 million d'euros, au-dessus de 10 millions, au-dessus de 20 millions, au-dessus de 40 millions, on a notre mot à dire, oui, non, voilà. Voilà. Et puis après, bah, la défense du patrimoine, en règle générale, hein, ça fait partie de la politique et la gestion des territoires. Euh, il faut, voilà, le patrimoine, c'est super important. Il faut peut-être mettre, si c'est pas déjà le cas, euh, dans la Constitution, une certaine prise en compte du patrimoine. Patrimoine historique comme patrimoine donc infrastructurel comme patrimoine naturel, hein. Voilà, on a une belle France, on a de très très belles régions. Bah, faut que ça reste comme ça. Voilà. La défense. Définition d'une nouvelle loi de programmation militaire. Il faudrait augmenter le budget de la défense au moins pour aller jusqu'à 3% du PIB. Ce serait un minimum. Il faut faire un retour progressif à l'industrie militaire française et à la française, hein, j'en parlais un petit peu avant. C'est quand même pas normal que, en termes d'équipement individuel, que ce soit l'armement individuel ou certains équipements comme les chaussures de marche, qu'on dépende de l'étranger. Voilà, c'est pas normal. Il faut augmenter nos moyens humains et matériels, surtout en matière de renseignement à l'intérieur, comme en matière de renseignement extérieur. Ça va aussi avec le spatial, hein. Et puis déjà, bon, voilà, il faut, dans le cadre de cette fameuse loi de programmation militaire, il faut savoir définir notre politique de défense. Il y a la programmation militaire, mais il y a aussi, je pense que ça va pas ensemble, la politique de défense. C'est de définir qui sont nos alliés réels, qui sont nos ennemis s'il y en a réels, quelle est notre position stratégique à l'international. On voit que bon, ce qu'on fait, les positions stratégiques qu'on prend avec l'OTAN, etc., ça nous rend pas service et ça fait peur. Voilà. Donc est-ce qu'on retrouve cette neutralité gaullienne? Je pense que c'est de bon sens. Voilà. Mais ça a un rapport aussi avec justement la politique étrangère. Donc il faut former et formater un modèle militaire qui corresponde aux réelles menaces. Tout simplement. Et même à titre préventif. Ça veut dire que je rappelle quand même que le but d'une armée dite de la paix, qui œuvre pour la paix, la démocratie, vous savez, on est en République, hein, etc., on devrait quand même s'entraîner toute l'année sans avoir besoin, sans avoir envie, sur un plan politique, hein, je parle, hein, sans avoir envie de faire la guerre. C'est comme un pompier. Je veux dire, un pompier, bon, il s'entraîne, c'est normal, il fait son travail. Mais le pompier, il devrait pas avoir à se dire vivement que je parte en intervention parce que je m'ennuie. Parce que pour un pompier, vouloir partir en intervention, c'est d'une certaine manière, c'est dire aussi bah, j'ai envie qu'il y ait des drames, j'ai envie qu'il y ait des accidents, j'ai envie qu'il se passe des choses pour m'occuper, hein, pour me donner du travail. Voilà, donc c'est le problème de ces choses hein, qui sont. C'est un mal nécessaire. Il faut s'entraîner pour des choses qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'on a envie de les faire. Voilà, donc une armée de la paix, de la République, de la démocratie, tout ce que vous voulez, doit s'entraîner toute sa vie à faire la guerre sans avoir l'intention de la faire. Et ça va avec la politique étrangère, tout simplement. Donc ce sont des coûts, oui, ce sont des coûts importants, mais ce sont des coûts nécessaires. Voilà. Parce que c'est dissuasif pour certains, et, euh, et parce que nos soldats s'entraînent, au-delà d'aller dire on va faire la guerre, enfin je veux dire, il y a, comme on faisait un peu ces dernières années, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire faire à nos soldats, à l'étranger, hein, des opérations extérieures, et pas des campagnes de guerre, des opérations à l'extérieur, pour prévenir des menaces, voilà, pour être présent à l'international. Euh, mais il ne faut pas avoir cette optique de dire il faut faire la guerre aux Russes, il faut faire la guerre à machin, à bidule, ou le danger de demain c'est la Chine. Il ne faut pas être dans ces optiques-là.
Il faut se réconcilier, il faut se concilier, il faut des compromis avec ces pays-là. Voilà. Il faut pas créer de l'escalade, évidemment. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on dimensionne notre défense sur un format d'une prochaine guerre dite conventionnelle? Dans ce cas-là, ça va prendre énormément de temps et je ne pense pas que le peuple français soit même apte à remplir cette mission. Puisque je rappelle quand même que l'éducation nationale ne formate pas nos enfants ni au patriotisme ni à l'amour de notre pays, c'est plutôt le contraire. Hein. Donc pour avoir une génération prête à faire la guerre sur un plan conventionnel, il faut déjà avoir une génération qui est éduquée dans ce sens-là. Ce n'est pas le cas. Voilà. Donc on est loin du compte. Ou alors au contraire, si on ne met pas en œuvre une politique de mise en œuvre d'une défense à échelle importante pour pouvoir faire des guerres conventionnelles, et ben, il faut rester dans un cadre uniquement opérationnel, à vouloir ou pouvoir faire des interventions comme on le faisait depuis la fin de la guerre d'Algérie, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire? Oui, pourquoi pas. Voilà. Les partis politiques. Et on terminera la vidéo là-dessus. Bah, il y a encore des sujets après, hein, ça va se faire en plusieurs fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de réformes encore qui arrivent. Les partis politiques. Alors, les partis politiques, première mesure, seront financés uniquement par les cotisations de leurs adhérents. Et ces adhérents devront bénéficier d'une carte à jour. Voilà. Le financement par mécénat ou par d'autres leviers sera étroitement contrôlé et surveillé. Tout financement émanant des banques ou de services financiers divers et variés sera interdit. Voilà. Les partis politiques seront à l'échelle nationale nommés à des postes ministériels et des postes de fonctionnaires d'État. Ils ne rempliront plus les sièges de l'Assemblée. En gros, les partis politiques ne décideront plus, ils seront au service des Français. Les campagnes locales et nationales seront financées et encadrées par l'État et de manière équitable. C'est-à-dire que le lieu, le nombre de meetings politiques, etc. seront définis par la loi, ainsi que la représentativité et le temps de parole dans les médias télévisés ou dans la presse écrite. Pareil pour tout le monde. Voilà. Tout membre d'un parti politique prétendant à un poste à responsabilité au sein de l'État devra avoir un casier judiciaire vierge. Tout parti politique ne respectant pas certaines règles de déontologie, de neutralité dans ses propos, ou ayant des comportements divergents ne respectant pas la souveraineté nationale et la volonté populaire, seront contrôlés, sanctionnés ou interdits. Et je laisse la voie ouverte à d'autres propositions. Hein. Moi, c'est vraiment des mesures phares, des réformes urgentes. Donc, les partis politiques devront s'auto-financer. Voilà, principalement. Et toute ingérence, ça je ne l'ai pas dit, mais ça semble de bon sens, toute forme d'ingérence ou d'influence des banques, des médias, de tous les leviers, tous les soutiens qu'on peut trouver autour des politiques, ce sera interdit. Un politique qui passe à la télé, ça fait partie d'un temps de parole qu'il faut attribuer. Voilà. Et un parti politique sera ou pourra être reconnu comme étant un parti politique à partir d'un certain nombre d'adhérents, à partir d'une certaine crédibilité aussi dans le curriculum vitae de ses représentants, de ses acteurs. Et surtout, comme je disais, ils doivent se financer par leur nombre, en fonction du nombre, uniquement par leurs adhérents et qu'ils aient une carte de membre du parti à jour. Voilà. Déjà, quand on aura fait ça, je pense qu'il y aura du tri. Voilà. On arrive à notre petite demi-heure, donc
Je vous laisse là-dessus. Méditez là-dessus, sur tous les points qu'on vient de voir. Et puis, voilà, je vous invite à me communiquer toute idée, toute proposition, toute chose à rajouter aussi sur ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.